le cœur grand comme le Saint-Laurent. On se raconte ce qui se fait pas souvent. Ici tout le monde a sa place. Bienvenue dans Parle-moi de ça. Mais 78 ans, vous avez l'air en forme quand même, aux 78 ans. Moi, ben, disons que j'ai toujours essayé de mener une vie plutôt équilibrée, tu sais, pas trop de boissons. Chez nous, on mange. Mon épouse a fait de la cuisine tout en bio. On a arrêté de fumer il y a quelques années, là, même 30. On n'était pas mariés encore. C'est sûr, ça l'aide, ça, à pas fumer de toute sa vie, ça l'aide. Beaucoup. Plus que 40 ans, même. Ah oui? Plus que 40 ans sans avoir fumé, exactement. Vous avez réussi à arrêter ça comme ça? Oui, parce qu'un soir, on écoutait à la télé une émission justement sur ils nous montraient des poumons de fumeurs, des beaux petits poumons roses, puis de pas fumeurs, puis des poumons noirs du fumeur, tu sais. Là, on disait, ouais, c'est bête en maudit, ça n'a pas d'allure. On fumait tous les deux dans ce temps-là, on n'était pas mariés. Chacun payait ses cigarettes. Fait qu'on s'est dit, OK, on prend une gageuse, parce que ça prend une bonne raison pour arrêter. Fait qu'on a gavé 100 pièces de cigarette. Aïe aïe. On n'a jamais fumé. Ah, c'est sûr. Ça nous a calmé bien gros. Ça donne le goût de. On a eu de la misère, des petits bouts. Là. Il y a un soir qu'on avait invité mon frère Paul puis son épouse Ginette, qui était grande amie avec mon épouse aussi, Céline. Et puis, eux autres, ils fumaient comme des cheminées, tu comprends bien. Là, on dit, on a fait une. Ma femme m'a dit, non, même pas, mais moi non plus de bord. On arrête ça. Monsieur Pierre Duval, bienvenue au podcast. Prise 2, parce que la première fois qu'on a voulu faire le podcast, il y avait eu une genre de... La ville avait été paralysée par un accident qu'il y avait eu sur l'autoroute. C'est un jeune qui s'était tué en moto. Et puis, on n'avait pas pu, on avait cancellé. Ça, c'est correct. Mais bien content de vous avoir ce soir. Ça fait plaisir. Vous êtes ingénieur... En mécanique. En mécanique. Oui. Mais... pas ingénieur ordinaire. Là. Vous avez fait quasiment le tour du monde. Là, avec, on a fait plus que le tour du monde. On est allé un peu partout dans le monde. Ouais. J'ai fait 7 contrats à l'étranger de travailler quelque chose comme à peu près un peu moins de 18 ans à l'étranger. Mais ça, c'est ingénieur dans quel... Y a-tu un domaine? C'est dans le nucléaire, c'est ça? Oui, ben en fait, ça a été au cours de ma carrière. Moi, je suis ingénieur en mécanique. OK. Le cours d'ingénieur, tu sais, c'est un cours scientifique. On fait des calculs, on apprend à faire des calculs, on apprend beaucoup de mathématiques, puis beaucoup de tous ces trucs-là. Mais en mécanique, ben, on apprend plus ce qui est trait à des vues de brequin, puis écoute, le cours d'ingénieur, c'est un cours quand même assez difficile, mais qui mène un peu à n'importe quoi. Personnellement, j'ai à peu près pas fait d'ingénierie dans ma vie comme telle. J'ai pas fait de calcul de pompes, puis de moteurs, puis de choses comme ça. J'en ai fait un petit peu, mais c'est minime. Là. C'est que moi, j'aimais mieux, je me suis vite dirigé vers la gestion de projet. OK. Dans la construction. Mon premier emploi comme ingénieur, c'était dans le textile. OK. À la Célanèse de Drondeville, ça fait longtemps, là. Et puis, là, je faisais un peu plus d'ingénierie, là, mais aussi, on faisait des gestions de projets, des petits projets, des plus gros, tu sais, quand il y avait une extension ou une modification à faire dans l'usine, ben nous autres, on était le coordonnateur de tout ça. Il fallait préparer, s'assurer qu'il y avait des matériaux, puis on avait un contrat qui était en bonne et due forme. Et puis, ça me plaisait beaucoup, beaucoup. J'ai quitté le textile pour aller travailler en construction à la centrale de Gentilly 2. Oh! C'est la rive sud ici. Là. Et puis ça, c'était de la construction. Puis ça, j'ai adoré ça. Là, c'était vraiment plus... mon travail m'attelait plus que c'était dans le textile. Mais ça, est-ce que c'était en construction, ça? Est-ce que... Dans le temps de la construction de Gentilly 2. Okay. Ça a commencé. Là. Vous étiez là quand ça a commencé. Ben, c'est-à-dire que je suis arrivé, la construction le civil était fini. Autrement dit, les bâtiments, ils étaient là. Puis on était à l'époque où il fallait installer la mécanique, la tuyauterie, l'électricité. Fait que là, tu sais, moi, j'étais en charge d'installer des gros
des gros réservoirs, des compresseurs, des machines de toutes les sortes. Et puis, j'étais en charge de m'occuper qu'il y avait plein de ponts roulants, des treuils de levage, puis ça dans le bâtiment. Puis j'étais responsable de les tenir en marche tout le temps, parce qu'il fallait qu'ils tournent 24 heures par jour. Puis, fait que m'assurer que l'entretien était fait comme il faut, par du monde compétent. Parce que ça laisse. Souvent, ça peut avoir l'air simple entretenir ça, mais comme une auto, ça fait entretenir par le Joe Blow, ça va être coin de l'une. Des fois, tu restes pris, tu sais. Mais il fallait pas que ça manque d'abord. Ça, je trouvais ça pas mal plus le fun. Mais ça m'a donné le goût à gérer des projets plus complexes, plus compliqués, jusqu'à aller à gérer une centrale nucléaire. C'est comme ça que que j'ai commencé à faire des contrats à l'étranger. Mais à la base de tout ça, là, ça a commencé où, le goût d'être ingénieur? Tu sais, je veux dire, faut avoir ça en dans nous, là, tu sais, quand même. Là, ça prend un goût. Oui. Un goût du nouveau, puis de ne pas avoir peur de s'adapter à d'autres choses. J'étais adolescent. Et puis, j'étais pensionnaire là, au petit séminaire de Nicolette. Et puis, je disais, dans ce temps-là, on avait des prêtres qui venaient, des missionnaires qui pouvaient venir d'Afrique ou d'Amérique du Sud, ou, qui venaient nous faire des conférences. Puis ça me fascinait. Ils nous contaient leur vie là-bas. Puis c'était du nouveau. Puis on essayait d'imaginer des images, mais puis ça puis dans ce temps-là, je regardais les journaux. J'allais lire les offres d'emploi. Il y en avait tout le temps, dont une compagnie, je me souviens encore, la compagnie Aramco, qui était une compagnie de pétrole en Arabie Saoudite. Une compagnie Arabi America Company, Aramco. Il a fait un mot avec ça. Puis, mais tu sais, ça demandait 10, 15, 20 ans d'expérience. J'étais encore rien qu'étudiant, tu sais. Je me voyais 35 ans, c'était quelque part dans 35 ans. Puis finalement, ça a pris à peu près 20 ans. OK. Mon premier contrat que je suis parti. Pour eux autres? Ou bien pour un autre compagnie? Pour une autre compagnie? Non, parce que j'ai jamais été proche du pétrole, mais le fait d'aller travailler à Gentil 2, ça donnait de l'expérience, la connaissance dans le nucléaire. Et puis, en même temps qu'on construisait Gentil 2, en Argentine, ils construisaient une centrale identique. Ou à peu près, là, c'est jamais vraiment identique. Mais l'île nucléaire était identique. Et puis, j'avais mon boss, finalement, s'en allait travailler là. Dans la même période où moi, j'avais commencé à chercher pour aller dans des contrats à l'étranger. J'avais été passer une entrevue à Caroline du Nord pour Ingersoll Rand of America, qui les autres cherchaient du monde pour aller travailler en Algérie. OK. Et puis, mon entrevue avait quand même assez bien été. Quoi que ça avait été, il s'était passé des choses d'abord que je ne comprenais pas et que je ne savais pas pourquoi. Je suis revenu ici, puis j'attendais une réponse, puis finalement, j'ai appris que la compagnie américaine avait perdu son contrat en Algérie, fait que il l'avait perdu le matin même que je t'allais passer mon entrevue. Ah ouais? Ah ouais. Fait que c'est pour ça que l'entrevue avait été un peu rock'n'roll. Celui qui était supposé me passer la principale entrevue, il était occupé dans des réunions, puis un truc, il voulait pas me voir, moi, là, le petit jeune Québécois, là, il me dérange, lui, tu sais, puis il savait bien que c'était une entrevue, mais il n'y avait plus de job, là. Ça vous a donné comme une expérience d'entrevue quand même. Ça a donné une expérience. Puis en revenant, mon boss, justement, qui s'était douté que j'en ai pas là pour... j'étais parti, tu sais, tu prends l'avion, tu descends là, puis j'étais parti 2 jours, que moi, j'avais jamais manqué une minute au travail, tu sais. Il dit, tu pars 2 jours, t'es allé où, toi, là? Il savait, tu sais. Ben, j'y ai compté. Ben, il dit, regarde, il dit, t'es-tu pressé? Je dis, ben non. Il dit, toute la vie devant moi, tu sais. Fait que, il dit, t'es en train de préparer quelque chose, là. Il dit, je m'en vais en Argentine. Il dit, si tu veux venir, je vais avoir un poste pour toi. Tu sais. S'il y a un poste pour toi, tu vas être mon candidat. Tu sais. Fait que, ben oui, ça m'intéresse certain. Tu sais. Ça a pris 1 an. Je l'ai entrefaite, ben là, on s'est mariés, moi et ma femme. Ça fait que 1 an avant ça, dans le temps que moi, je cherchais, commençais à regarder, tu sais, pas pressé, on a décidé de se marier. On décide de se marier au début de juillet. Les noces se font avec 225 personnes le 5 septembre, 2 mois plus tard.
Puis à 1 an et Benoît est né. 1 an et 2 mois plus tard, Benoît est né. 2 mois plus tard, on s'en allait en Argentine avec un bébé de 2 mois. Aïe, aïe. Fait que ces années-là, ça roulait pas mal, tu sais, puis on flottait là-dedans, on avait du fun, puis là, fait que c'est comme ça que j'ai commencé à aller en Argentine dans le nucléaire. Tu sais, c'était ma deuxième expérience dans une centrale nucléaire. Puis j'ai été là supposément 9 mois, puis ils nous étiraient de 3 mois en 3 mois. Puis à un moment donné, moi, ma femme est tombée enceinte de ma deuxième, Maria, qui s'appelle, qui est née là-bas. Mais ça a été bien drôle parce que ma femme était enceinte d'à peu près 6 mois, puis là, il me donnait un autre 3 mois. Fait qu'elle, ça le mettait à 9 mois, à la date de son accouchement. Puis là, tu sais, ben, il dit non. Il dit, je t'avoue que moi, au plus tard, là, à son 7e, 6e, parce que c'est quasiment dans un mois qu'il fallait que je parte. J'ai dit, il faudrait que je parte dans un mois parce que là, vu que ma femme accouche au Canada. Ben, il dit, elle peut accoucher ici. Ouais, mais là, il dit, dans 3 mois, on va être à la date limite, là. Elle va accoucher sur le tarmac, là, si ça continue. Ouais. Fait que, il dit, attends, il dit, je te rappelle, il dit, fait qu'il me revient 2-3 jours plus tard, puis il dit, on te redonne un autre 6 mois d'un coup sec, là, tu sais, ce qu'il faisait jamais. Parce que les autres, c'est bizarre, mais les Argentins tenaient ce que ma femme accouche là-bas. Ah ouais, pourquoi? Ça lui redonnait un Canadien, une Canadienne qui accouche en Argentine. Là-bas, au chantier, en tout cas, ça leur donnait, je sais pas, une fleur à leur veston, je sais pas quoi. Mais il voulait qu'elle accouche. Ah oui. Fait que l'approbation est venue tout de suite de la haute direction qu'il m'étirait. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, là, on a décidé de faire un petit tour au Canada en vacances, une semaine et demie. Là, on a passé une entrevue avec le médecin pour visiter la clinique, c'était des privés. On a fait nettoyer la clinique tout partout, puis on a été reçus comme des rois. C'est sûr qu'eux autres, ils travaillaient à pesos, puis ils gagnaient des pesos, puis nous autres, on payait un gros dollar américain, tu sais. Ça aide un petit peu. Puis, il arrive quoi avec l'enfant, dans le fond? Est-ce que... Elle a sa nationalité argentine encore aujourd'hui. Elle a son passeport. Elle est retournée visiter le pays, là, 7-8 ans. Quand elle est sortie de l'Argentine, elle avait son passeport avec sa photo de bébé de 3 mois. OK. La boulou plein. Un bébé là, de 3 mois, c'est encore la moitié mou, là, tu sais. Puis, fait qu'elle quand elle est retournée, elle avait 30 ans, là, 40, 35. Mettons 35. Fait que, elle a présenté son passeport. La fille, c'était la douanière, l'autre côté, c'était une femme. Elle a dit, vous êtes Argentine? Oh, passez, madame, vous êtes chez vous. La photo, tout ça, a trouvé ça bien drôle. Puis, elle avait son passeport. C'était la première fois qu'elle retournait là-bas. Puis ça... Fait qu'elle a les 2 nationalités aujourd'hui. Ah, c'est cool, ça. Puis, Il y a une belle histoire aussi quand il est né. Ah, ben oui, parce que là, ça, c'est même émotionnant. Là, ça attire les émotions. Et là-bas, c'était une clinique, c'était quand même assez... pas rudimentaire, mais il n'y avait pas de chrome, là, d'une part. Le bébé était naissant, là. Il l'enveloppe dans une couverte, tout ça, puis tu la mets dans tes bras tout de suite. Fait que là, t'as mon petit bébé, mon cher, puis là, il faut que tu sortes dehors. Là, il y avait à l'extérieur, là, dans la salle d'accoucheur, il y avait 2 lumières. Une petite lumière bleue ou une lumière rose. Fait que là, il avait allumé la lumière rose. Là, tu sors dehors, tu as ton petit bébé dans les bras, puis là, ça se met à applaudir. Tout le monde dans la salle, ça applaudit. Ouais. Hey, c'est pas la broyer. Ah ouais, c'est ça. C'est le deuxième? C'était la deuxième. C'est ça. Puis là, ben, on était en Argentine, puis eux autres, tout le monde était bien content. Tu sais, une Canadienne, même à l'hôpital, là, c'était comme un honneur. Ah, c'est le fun. C'est différent de l'espèce de xénophobie qu'on vit au Québec actuellement. Ça rappelle des bons souvenirs. Ouais. Par la suite, vous avez fait un autre 6 mois là-bas. Ben, ouais, j'ai été 18 mois au total. J'étais Okay. parti pour 9 et j'ai fait 18 mois. Là, on est revenu ici. Puis presque tout de suite après, je suis reparti au Cameroun. Dans ce temps-là, j'étais avec Hydro-Québec.
On est allé faire 2 ans au Cameroun avec... Parce qu'Hydro-Québec, lui, dans le fond, il y avait des contrats souvent à l'extérieur. Ben, c'est ça, c'est qu'il vendait du personnel. Ben, il vendait, c'est une façon de parler, là, mais il signait des contrats pour fournir du personnel qualifié en gestion de projet, ce qui était mon cas. Ça pouvait être en gestion de centrales de barrage, de réseaux électriques, planification de la distribution. Tu sais, beaucoup de travaux. Dans ce temps-là, le Cameroun n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Fait qu'il y avait beaucoup de réseaux à développer. Fait que ça prend des gens pour planifier ça, faire le design, faire tracer la grosseur des transfos, etc., tu sais, pour faire la distribution dans les villages. Ça donne l'occasion aussi aux employés d'ici d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs aussi, là. Ben, effectivement. Ceux qui veulent y aller, ben, ça a donné la possibilité d'y aller. Puis Hydro-Québec passait des entrevues. Il te passait une entrevue au niveau technique. Es-tu capable de faire cette job-là? Mais aussi au niveau familial. Moi, on avait passé une entrevue avec mon épouse. Ce qui avait été différent de l'Argentine, on est parti bang, puis on s'en allait là-bas, il n'y a pas eu d'entrevue. Mais avec, pour le Cameroun, là, c'était un peu différent parce que l'Argentine, c'était un beau pays. C'était surtout là-bas, nous autres, on avait on avait la puissance du dollar par rapport à le peso qui dévaluait, là. C'était fascinant de voir ça. Fait que nous autres, on menait une vie de pacha là-bas. Ça ne coûtait rien, puis ça ne coûtait pas cher. Vous êtes riches là-bas, là. Vous étiez riches. On était riches. Ici, on est était pauvres, même mais... très riches. Mais ici... Par rapport aux autres, là, ouais. nous autres, acheter, je sais pas, moi, on allait acheter de la viande, là. Mais pour eux autres, c'était énormément cher. Nous autres, on coûtait 1,5 piastre, 2 piastres, tu sais. Et eux autres, quand c'est en équivalent à eux autres, ça pouvait valoir comme 20-25 piastres. Il y avait un gros facteur de 10, 15 à 1 là, d'évaluation de leur monnaie. Ben c'est ça qui est le fun parce que vous avez fait 7 pays au total, puis vous avez pu voir la différence. Moi, c'est ça que j'aimerais. Moi, j'ai commencé à voyager, là. Ça fait peut-être 4-5 ans, moins de 5 ans. Puis je suis plus capable de m'en passer, là. J'adore ça, là. Ah, c'est cher, ça. J'aime voir, là, puis... Jaser avec les gens, hein? Jaser avec les gens, puis tu sais, je me dis, on est bien au Québec, là. On est quand même bien au Québec. On le sait pas, là, mais... Oui. Oui, parce qu'il y a toujours une adaptation à faire, tu sais. L'Argentine, c'était facile parce que la vie dans le pays était facile, surtout avec notre puissance monétaire. Le Cameroun était un autre pays de manche parce qu'on vivait dans la jungle là-bas. OK. On était éloignés, là, 1h30. Au début, là, même, c'est 2h30, presque 3 heures de route. Mais de la piste, là, la route de bois, là, comme quand on va dans un camp de pêche, là, pendant 3 heures de temps, là, pour... on avait une petite infirmerie. Il y avait un infirmier très compétent. Plus qu'infirmier, tu sais, mais j'ai jamais su exactement c'était quoi sa qualification, mais il connaissait son affaire. Il faisait un infirmier de brousse, là. Ils sont débrouillards, les bonhommes. Puis, nous autres, pour aller s'approvisionner, là, la nourriture, tout ça, on allait à peu près une fois par mois. Moi, je m'étais acheté un Toyota Cressida Station Wagon. Donc, quand on revenait, elle était pleine, les tailleurs pliés en arrière, tu sais, plein de nourriture, des congélateurs, des couleurs qu'on avait fait congeler entiers, puis on arrivait chez nous, on avait un congélateur. Notre maison était quand même très confortable. J'avais mes 2 enfants, les 2 plus vieux. Benoît, on est arrivé là-bas, Benoît avait... on est revenu d'Argentine, il avait 18 mois, puis Marie avait 3 mois. Puis on est parti au Cameroun 6 mois plus tard. Fait que Marie avait 1 an, puis Benoît avait 2 ans et demi à peu près. Mais tu sais, dans ce temps-là, est-ce que quand vous partez longtemps, il faut revenir un peu au Québec pour... Y a-t-il une loi qui existe pour ça? Il faut que tu reviennes au Québec? C'est le contrat que tu signes. Ça dépend des contrats que tu signes, puis des conditions. Moi, dans ce temps-là, je partais avec Hydro-Québec. Fait qu'Hydro-Québec nous ramenait... En Argentine, je n'avais pas de retour parce qu'il était parti pour 9 mois. Fait que quand on est revenu, je suis revenu à mes frais. Au Cameroun, ça, c'est une autre affaire. Au Cameroun, j'avais un retour au Québec après 12 mois tout le temps. Fait que Hydro-Québec, vu que là-bas, les soins de santé n'étaient pas... c'était vraiment pas adéquat. Là. Nous autres, on voulait pas que... Là, on s'était dit, tu tombes pas enceinte. Là. On voulait pas avoir le bébé là-bas. Non, ben, c'est parce que ça finissait... Ça signifiait la fin du contrat. On voulait pas ça.
Hydro-Québec nous donnait un billet à retour ouvert. Ça voulait dire que le billet, au lieu de valoir dans le temps peut-être, on dit 500$, il en valait à peu près 1500$. Dans ce temps-là, avec 1500$, on se prenait le billet de retour, on faisait des tours du monde. Fait qu'on en a fait 2. Alors, la première fois, on est parti, on a fait le tour de l'hémisphère sud. On a acheté des billets là, avec une compagnie aérienne française de là-bas. Puis, au lieu de partir vers Paris, on a descendu là-bas. On est allé en Afrique du Sud. On a sauté, on est allé à l'île Maurice. De là, on a sauté en Australie. On a atterri à Perth, dans l'ouest de l'Australie. On a volé à l'est à Sydney. Puis on a fait Sydney, puis il y en a une pas loin, là, que j'oublie le nom, mais en tout cas. Après ça, on a fait la Nouvelle-Zélande. Là, on se promenait, là, tu sais. En combien de temps? Avec nos 2 enfants, là. OK. On a été 6 semaines. OK. Total, d'un avion à l'autre. D'un avion à l'autre. On avait plein de billets d'avion. Là, on a arrêté. Après ça, là, on était complètement à l'autre bord. On était presque à l'antipode du Québec. C'est sur le globe, là, si tu regardes ça. Là. On était complètement à l'autre bord. Là. Puis, on a passé par Tahiti. Tahiti, ça nous a rappelé l'Afrique beaucoup. Ça a été moins intéressant. Après ça, on s'est amené ici pour les fêtes. Fait qu'on a parti de Tahiti, puis on a atterri on a atterri à Los Angeles, puis chez nous, c'était été à Saint-Grégoire, ça arrive sud, parce que moi, j'avais plus ma maison à Nicolette, là. J'avais loué ma maison. Fait qu'on allait chez ma belle-sœur, la sœur à Céline. On est allé passer les fêtes là. Là, on est revenu, on retournait au Cameroun. Là, on avait arrêté à Abidjan, puis encore là, on s'était dit, bon, Abidjan, puis Douala, au Cameroun, c'est la même chose. Abidjan, au Sénégal. Ah, il y a des pays qui ça ressemble. Oui, c'est ça. Est-ce que vous débarquez, mettons, 2-3 jours à une place, après ça, on embarque dans l'avion 2-3 jours, 2-3 jours? Ah ouais? Pas mal ça, parce qu'on était parti, à part les 2 semaines ici au Canada, dans le temps des fêtes, on a fait, je ne sais plus combien de pays, mais 4-5 pays. Puis là, ben, dans le même pays, on faisait tout le temps d'une ville à l'autre. Ça fait qu'on se promenait d'une ville à l'autre, puis on louait des taxis ou on prenait l'autobus, des fois l'avion. C'était pas des petits voyages de cheap. Là. Mais là, à voyager de même, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec les douanes? Est-ce qu'ils doivent poser des questions? Il y a une fois un cas cocasse, quand on était revenu, on a fait le tour de l'Amérique du Sud en revenant. Ça, c'était ça l'histoire des couches que Véronique parlait tout à l'heure. Oui. Puis juste pour rappeler au monde, Véro, celle qui s'occupe de la technique, Rosas, c'est votre fille. C'est elle qui m'a présenté à vous. Fait que c'est pour ça qu'elle pose des questions, là, mais elle est au courant d'un peu de votre vie, puis je suis bien content de l'avoir rencontré puis de vous rencontrer aujourd'hui. Quand on est revenu d'Argentine, justement, j'avais mes 2 enfants, Benoît qui avait 18 mois, puis Marie 3 mois, les 2 aux couches. Puis là, on partait, puis on faisait le tour des pays de l'Amérique du Sud. On a fait on est allé au Brésil, on a fait les 3 villes, là, Rio de Janeiro, la capitale, dont j'oublie le nom, puis plus bas, là, la grosse ville. Puis on a fait 3 villes. Après ça, on est allé à... On avait fait la Bolivie, le Pérou, l'Équateur. Après ça, on a monté ici. Je suis parti avec 275 couches pour mes enfants dans mes valises. Avant ça, on avait été jusqu'en Terre de Feu. On avait pris une semaine et demie à peu près, on est allé en Terre de Feu. Terre de Feu, c'est quoi? Ushuaia, dans le sud, complètement dans le sud. Le sud de l'Argentine. OK. Ça s'appelle vraiment une Terre de Feu? Oui, ça s'appelle la Terre de Feu, parce que à la pointe, là, anciennement, pour que les bateaux passent, parce qu'il y a la rencontre des 2 océans, puis c'est bien dangereux pour les bateaux. Puis pour pas s'échouer sur la terre, parce qu'il faisait des gros feux tout le long de la... OK. Ah, faudrait que j'aille voir ça. C'est la Terre de Feu. OK. Pour aider à la navigation, il y avait des ententes, là, une internationale pour guider les bateaux. Les bateaux savaient regarder la distance de la terre ferme pour pas s'échouer, pas faire d'accident. Je vais aller voir ça sur Internet. Oui. Alors, on est parti complètement à bas.
Après ça, on est revenu. Là, on était à Buenos Aires. Là, on a rechargé nos valises de couches. 275 couches. Puis on a tout fait les pays que je t'ai nommés. Puis on est passé par Miami. Puis on arrive... Quand je suis arrivé à Saint-Grégoire, là, on était le Tout dimanche, était calculé? le dimanche soir. Le lundi matin, à 6 heures, il fallait que je me lève pour aller chercher des couches. On n'avait plus. OK. Je pensais que tout était calculé. Ça avait été calculé. Oui, mais on est arrivé juste. Quasiment là. Je pensais d'en avoir quelques-unes de... Parce que dans le... c'est ça. Ah ben, en fait, on va aller à la pause. Ah, OK. Parce que on me dit à la régie que... on va aller à la pause, puis on revient après la pause. Parce que tout à l'heure, tu me posais une question s'il m'est arrivé des choses aux douanes. Fait que quand on a atterri en Bolivie avec nos valises de couches, le douanier, tu comprends, souvent, il ne demandait même pas d'ouvrir les valises, mais lui, il demande, vous avez de quoi dans toutes ces valises-là? Parce qu'on avait un paquet de valises, tu sais. On avait tout le stock pour les bébés, les couches qui faisaient 2 grosses valises et demie. Au départ, rendu là, mettons qu'on avait 1,5 peut-être. Et à l'époque, ça coûtait Non, ça ne coûtait rien. Fait que, on les pesait, par exemple. On équilibrait les valises. Tu sais. D'ailleurs, il fallait que je les lève aussi. Ouais, c'est ça. L'inventaire, les équilibrer. Il rouvre une valise, tu comprends bien, puis il dit rouvre celle-là. C'est ma valise de couche. Je rouvre ça, tu comprends bien. Puis ça valait un paquet de sacs de cocaïne. Ça, ben oui, c'est sûr. Il dit que c'est ça. J'en sors une. Et je montre ça. C'est une couche. Et puis une couche en connaissais pas ça, l'autre là? Je connaissais pas ça, il n'avait jamais vu ça. Puis en espagnol, je savais même pas comment dire ça, tu sais, c'était même pas aujourd'hui encore. Fait que j'ai appris l'espagnol en Argentine. Fait que les gars, je parlais assez couramment pour être capable d'essayer d'expliquer, mais là, je badagouinais, c'était quoi une couche, tu sais. Je me demandais, je pogne Benoît, j'emmène Benoît, il dit Benoît, viens ici. Puis je baisse la culotte, tu sais, puis je monte la couche au gars. Ah! Il dit, t'as-tu des bébés? Il dit oui. Tiens, il en donne 2 tours. Ah ouais, il va être content. Fait que là, ça avait ouvert la porte, là, mais au départ, là, il y avait des sévères dans le maudit. J'avais peur un peu, mais le fait de parler la langue, puis ça a fini par un cas cocasse, là, tu sais, c'était... Les autres, ils sont arrivés à la maison, puis ils ont montré ça à leurs femmes. Hein. Ben, puis, parce que dans ce pays-là, c'est sûr qu'il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. En Bolivie, il n'y avait pas ça. Moi, je les avais achetés à Buenos Aires. Même en Argentine, où on était, nous autres, il n'y en avait pas. Pour les enfants, on s'y les faisait venir. Il y avait plein de gens qui travaillaient à la centrale qui venaient de Buenos Aires. Puis il y avait moyen de les faire venir, tu sais, à travers les épiceries et les magasins qu'il y avait là. Fait que c'était pas trop compliqué. Avez-vous déjà eu d'autres problèmes avec les douanes? À force de faire plusieurs pays, comme je vous disais tantôt, là. Pas. Tu vois un étampe là, ils doivent se demander qu'est-ce que vous faites dans la vie. J'ai même fait... les douanes, en fait, ouais, quand on est parti, on a fait un deuxième voyage autour de la Terre. OK. Le premier voyage, c'était le tour de l'Amérique du Sud. Le deuxième, le tour de l'hémisphère sud, l'Australie, etc. Après ça, on a fait un voyage en hémisphère nord. Là, on partait de Douala, au Cameroun. On remontait, là, on avait remonté en Suisse, et puis on s'en allait en Israël. En Suisse, c'était juste un arrêt, là, tu sais. Et puis, on est allé en Israël. De là, on a fait l'Inde, la Thaïlande, le Japon. Après ça, on s'est emmené chez nous. Et je pense qu'il m'en manque un, là, parce qu'on avait... Il faut dire que comme les Indes, c'est grand. Là, on avait fait 3 villes. On a fait New Delhi, on avait fait Bombay, puis après ça, on avait monté jusqu'à Srinagar. Pas Srinagar. On est allé
le pays des Sikhs, là, plus en haut, au nord là, de l'Inde. C'est un pays qui veut se séparer des Indes, puis qui se bat entre le Pakistan, qui se chicane avec les Indes et le Pakistan, parce qu'ils ont une partie, en tout cas, c'est... le nord va me revenir, mais ma géographie, là, me joue des tours. Je connais pas ça. Je connais pas ça. Puis le Japon, c'est pareil, tu sais, on avait loué... On avait loué un soir, les enfants avaient ri, avaient sauté, parce qu'on avait loué une vraie chambre de japonais, là. Tu manges à terre, tu sais, c'est une petite table de rien. OK. Les enfants, eux autres, ils étaient à leur niveau, tu vois, ils étaient tout contents. Puis c'était tous des petits lits bien bas, là, avec juste... Hein? Des tatamis, oui, c'est ça, je pense qu'ils appellent. Ah, puis tu sais, la couverte, là, c'était le gros... J'étais pas née. un couffin. C'est une grosse couverte épaisse, là, fluffée, bien gros, pleine de plumes d'oie, je crois bien. Puis là, on avait tout mis ça à terre. Puis les enfants sautaient là-dessus. Ils montaient dans une espèce d'armoire, là, puis ils ont sauté toute la soirée. Ils ont eu un fun fou là-dedans. Le lendemain matin, mais là, on mangeait, puis on avait commandé le déjeuner standard japonais. Ben, c'est quasiment tout du poisson cru. Oh! Là, on avait de la misère à faire manger. Nous autres, on avait mangé, mais les enfants, on avait eu de la misère à les faire manger ce soir-là. Mais ça, c'est une autre affaire, là, la bouffe, là, puis la nourriture de chaque pays. Quelle nourriture que vous avez aimé, que vous avez accroché le plus? C'est quel pays que... Meilleure nourriture, c'est encore en Argentine. OK. C'est quelle sorte de nourriture qu'il y a là en Argentine? Du bœuf. C'est du bœuf, OK. Du bœuf. Beaucoup de bœuf. Bœuf argentin, c'est du bœuf à l'herbe, là. Mais au pacage, là, c'est pas comme à la télé qui dit élevé à l'herbe, là, mais dans les foins puis dans des packs d'engraissement, c'est pas ça pas en tout. Il se coupe à la fourchette quasiment, non? Ouais. Ah ouais. Le bœuf argentin, là, il est renommé encore, il y a encore une renommée mondiale de qualité, de bon bœuf. Donc, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez manger, la première chose que vous voulez manger en Argentine, c'est un gros steak? Oui, c'est ça, exactement. Si tu peux, là, un lomo, ça, c'est un muscle qu'il y a dans le haut du flanc, proche des reins. Là. Et quand l'animal est un peu gros, là, il est gros de même, et c'est de la viande pure. Il n'y a aucun ligament dedans, il n'y a rien. C'est merveilleux. Est-ce que c'est dispendieux, le bœuf? Est-tu dispendieux? Oui. Ouais. Ben, c'est un peu les riches qui mangent je te disais, nous autres, ça. on l'achetait avec nos gros dollars. Oui, c'est ça. Pour eux autres, il n'était pas achetable, mais nous autres, on en commandait un, puis ils nous le donnaient. Puis ils nous appelaient le matin, là. Veux-tu une vache le matin, là, votre lomo va être prêt dans 2 heures. Là, il était encore chaud. On le laissait mourir dans le frigidaire chez nous, puis Je reviens aux douanes. Ouais. T'es arrivé en Israël. Commencer, il fallait que je savais qu'il fallait que je fasse étirer mon passeport, puis je pense celui de ma femme. Fait qu'on est allé en Suisse. Là, on a eu de la misère, là, parce qu'en Suisse, là, ça ne marchait pas trop. Mais finalement, ils ont fini par nous le faire. Quand on est arrivé en Israël, moi, je partais. L'Israël, c'était notre pays, le deuxième pays où on atterrissait, sur une série de 6-7, là, tu sais, où on allait, on suivait par la suite, là, on finissait avec le Japon. Et beaucoup de villes, tu sais, fait que dans le même pays, on avait 2-3 billets d'avion. Puis dans le temps, c'était des billets d'avion en papier. Fait que j'avais ça d'épais, avec une espèce de billet, d'épais de billets d'avion. Puis là, j'arrive en Israël avec cette affaire-là. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Puis c'est qui paye ces billets-là? Tu sais, puis c'est moi qui les paye. Puis ça se passait en anglais. Fallait parler anglais. Puis là, moi et Céline, on était séparés. Là. Moi, j'avais mon petit gars, Benoît avec moi, puis Céline avait marié avec elle. Et ça ne lui rentrait pas dans la tête, là, au douanier. Là, puis il allait vérifier que en tout cas, on a été à peu près 2 heures quand on est rentré dans le pays à se faire interroger. Puis qui payait ces billets d'avion-là? Pourquoi où tu t'en vas? Comment ça se fait que tu pars avec un. Tu sais, puis là, tu réexpliques la même affaire à peu près 10 fois. Tu reprends ton histoire que je travaille au Cameroun. Là, je prends mes billets d'Hydro-Québec avec un retour ouvert. Puis
Puis pourquoi qu'il y avait un retour ouvert, tu sais, puis un questionnaire, là. Là, faut que tu rescales, parce que c'est pire. C'est le même qu'ils ont laissé passer, puis quand on est reparti, on voulait commencer la même affaire, mais un des gars qui nous interrogeait, il était encore là. Fait que j'ai dit, regarde, lui, là, il sait, il nous a interrogés quand on est arrivé. Fait que là, ils se sont parlé, puis ça a fini quasiment tout de suite. Puis, fait que ça a été pas trop pire avec ça. Puis après ça, après avoir fait le tour du monde 2 fois, vous avez commencé à retravailler dans des autres chantiers. Oui, ben c'est ça. Au Cameroun, en Argentine, c'est une centrale nucléaire. Au Cameroun, on faisait l'extension d'une centrale hydroélectrique. OK. Il y avait une partie qui était là, puis on l'extensionnait. On agrandissait, on rajoutait 4 turbines, puis etc. Après le Cameroun, je suis revenu ici, puis je suis retourné travailler à l'exploitation de Gentilly 2 ici. Pendant, je dirais, 4 ou 5 ans, là. Et puis plus tard est venue la possibilité d'aller travailler en Roumanie. Fait qu'on a... Ouais? Oui, hein? Elle voulait le mentionner. Bon. Ben oui. Notre... comment tu l'as appelé tout à l'heure? Rosastre. La Rosastre. La technicienne, ouais. Rosastre, c'était né, la chef tech. Quand on est venu du Cameroun, là, on voulait un troisième enfant, fait que Véronique est venue au monde. Ah, et ben puis, ouais. quand on est parti pour la Roumanie, ben, tu avais 3 ans. C'est ça, là, on partait avec les 3 enfants. Quand on partait pour la Roumanie, ça, c'était un pays... te souviens-tu de l'histoire de Ceausescu? Non. Qui ont tué là, juste la veille de Noël. Puis, non. Ça s'était passé. Parce que eux autres, ils appelaient ça un coup d'État, mais en réalité, c'était une révolution. C'était un mélange de révolution fomentée pour faire un coup d'État. Puis, parce que Ceausescu, c'était un dictateur, c'était un pays communiste. Et puis, Ceausescu, il menait le pays de main de fer. Puis, les gens là-dedans, ça, se sont révoltés. Et aussi, surtout, c'est qu'il y en avait une gang qui voulait avoir son pognon à lui, à Ceausescu, parce qu'il était en train de se bâtir dans un château avec des robinets en or, puis un paquet de phénomènes. Une absurdité dans un pays pauvre où les gens avaient de la misère à manger, puis ça se chauffait en hiver. C'était quand même un pays assez froid. En hiver, il y avait un peu de neige, puis moins froid qu'ici, mais quand même. Et puis, fait qu'eux autres, ils ont fomenté un genre de révolution. Se sont servis d'un syndicat très fort, le syndicat des mineurs. Ils ont descendu tous les mineurs supposément en révolution pour venir manifester à Bucarest, la chicane de poignée, des coups de fusil dans les murs, puis des balles de fusil dans les murs qu'on voyait quand on était là à Bucarest, puis Timișoara, puis ces villes-là. Et puis, ils ont réussi à se débarrasser de Ceausescu. Ils l'ont assassiné, tout simplement. En télévision, on avait vu ça. Ah ouais. 2 ans avant qu'on aille là. Ça s'était passé en 89, nous autres, on est arrivés en 91. Quand on est arrivé là, l'économie du pays était arrêtée complètement. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait dans le pays. Les épiceries, c'était vide. Les magasins, c'était vide. On allait dans un grand centre d'achat pas loin d'une ville, pas loin de chez nous, là, à Constanza. Puis, je pense qu'il y avait 5 étages dans ça, 5 étages vides. Il y avait, des fois, on arrivait dans un coin, là, puis ils vendaient des miroirs puis des pneus, un à côté de l'autre. Il fallait que ça soit vide. Tout était vide. Nous autres, au chantier, il y avait les contracteurs avaient de la misère d'avoir du diesel. Des semaines, des fois, il n'y avait plus de diesel. Quand tu dis qu'une économie là, est arrêtée complètement. Ça faisait 2 ans de ça, puis c'était pas parti, ça. Nous autres, on voulait partir de la construction d'une des centrales nucléaires. Qui finançait ça? C'était le Canada. On était dans un consortium là-bas, Okay. Canada avec les Italiens. Le Canada, dans ce temps-là, si je me souviens bien des chiffres, là, il subventionnait avec quelque chose comme 350 millions, puis les Italiens, 180, je pense, ça en a fait
200 peut-être. Là. Et les chiffres ne sont pas nécessairement bons. Là. Et puis, en fait, c'était de l'argent étranger que le pays acceptait de recevoir pour finir. Parce qu'il y avait besoin d'énergie. Là. Il fallait repartir ça. On est arrivé là. Eux autres, ils travaillaient dans ces centrales-là depuis une vingtaine d'années. C'était un bordel indescriptible. Tout à l'envers. Et le contrat avait été signé pour 3 ans. Et quand je suis arrivé là, on fait le tour du chantier, puis ça va prendre 5 ans. Ça a pris 5 ans. Mais qu'est-ce que ça donne au Canada d'investir, mettons, de l'argent? Mettons que le Canada, il a investi, c'était pareil en Chine, quand je suis allé en Chine par la suite. Là. Le Canada, il a investi là-bas, il dit, bon, je te prête, on dit 350 millions. OK, c'est des prêts, dans le fond. Ah, c'est des prêts. OK. Il peut y avoir une partie de dons, là, tu sais, mais en retour, tu peux me payer un peu comme Trump fait, tu vas me payer avec des minerais de scie ou du produit comme ça. Puis les prêts sont remboursés tout le temps, parce que de pays à pays, en général, ça se paye. C'est rare que les pays ne payent pas. Fait que tu investis, mettons, 300 millions dans un pays, même si à 2 d'intérêt, c'est pas bien grave. C'est que ces 300 millions-là, là, tu le dépenses chez vous. Tu envoies de la main-d'œuvre. Moi, je faisais partie de la main-d'œuvre. Je reviens avec mon argent ici. Ouais. L'argent n'est pas exporté. Là. Puis, après, elle revient au pays. J'ai été payé ici, d'ailleurs. Fait que, puis tout le monde est de même. Là, toutes en Roumanie, on avait 300 expatriés à un certain moment donné. Là. Tous payés en dollars canadiens, qui faisaient partie du prêt là, que la Roumanie a remis. Elle a tout repayé. Ah oui? Tu vends des matériaux, tu vends... En Chine, Chrétien avait signé le contrat avec Deng Xiaoping, et Chrétien investit 1,5 milliard. 1,5 milliard. Là, dans ce temps-là, la centrale coûtait à peu près 4-5 milliards. Le Canada investit 1,5 milliard. Il y avait tout un groupe de pays qui investissaient en Chine. La Chine, on savait qu'elle allait repayer. D'ailleurs, ils ont repayé aussi. T'sais. Et tout ça encore, c'est 1,5 milliard, tu le dépenses chez vous pour aider l'autre pays, pour construire l'autre pays. Puis lui, il te rembourse. Fait que dans le fond, ces contrats-là, c'est des contrats très, très intéressants pour un pays. Tu exportes des biens, tu exportes de la main-d'œuvre, tu exportes du savoir-faire, puis tu es payé pour. Même si c'est un prêt, c'est remboursé. Puis, à un moment donné, que tu as besoin de ce pays-là pour quelque chose, mais... Ça fait des échanges. C'est ça, tu établis des échanges commerciaux. Si tu ne gagnes pas trop, comme le Canada a fait dans les dernières années, puis le Canada est en train d'essayer de réparer ça. Ouais. Ministre canadien. Moi, je suis pas gros sur la politique. Là. Ah, Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des pays où est-ce que vous aviez eu peur pour votre vie parce qu'il y a eu un certain danger à un moment donné? Au Cameroun, on a eu un coup d'État. Tentative de coup d'État, mais une vraie. Là. OK. À Yaoundé, là, il y a eu quelque chose comme 2000 morts dans les rues. L'armée avait essayé de domper le président. Là, c'était Paul Biya qui était président dans ce temps-là. Et puis, nous autres, on était dans la jungle. On l'a appris parce qu'un matin, on s'en allait au chantier. Puis à la radio, il y avait juste de la musique militaire. La junte militaire qui avait essayé de faire le coup d'État, là, avait quand même saisi toutes les radios du pays. Puis il faisait jouer juste de la musique militaire. Tu sais, pas bien de la belle musique, mais en tout cas, là, on rentre au chantier. Je rentre tout de suite, au lieu d'aller dans mon bureau, je rentre dans le bureau de mon boss. Je vais aller à la boucher, puis il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il n'y en a rien que ça. Puis là, j'essaye de savoir, il avait appelé, lui, il est arrivé avant moi au bureau. Puis... Fait que ça donnait de l'inquiétude. Ça me donnait une inquiétude parce que ce matin-là, les femmes, nous autres, on était 4 ou 5, il y avait on était à peu près 5 Québécois là-bas. On avait des femmes, il y avait des Québécois aussi à Douala, puis à Yaoundé. Et les Québécois de notre chantier, puis certains de Douala, avaient monté à Kérébi, qui était à 3 heures de route, 3 heures et demie de route, certains. C'était presque tout en piste, là. Et il n'y avait quasiment pas d'asphalte là-bas. Et puis, eux autres, il y avait
maison, un chalet, si tu veux, un grand chalet pour tout ce monde-là, sur une plage sur la mer, une belle plage. C'était beau. Hein. Donc, nos femmes étaient là-bas. Puis là, ça voulait dire qu'à un moment donné, on avait l'adjoint à mon boss, Roland, Michel Sicci. Lui, il était africain. Et ça, lui, il était assez bien employé pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Puis il était arrivé plus tard parce que justement, il écoutait les nouvelles, puis il avait téléphoné, tout ça. Là, il nous avait appris que le pays était complètement arrêté, qu'il était en coup d'État, puis que là, on s'est parlé de nos femmes, il dit allez les chercher tout de suite. Parce qu'il dit ils vont tous border les routes. Là. On sait qu'ils vont tous border les routes. Si bien que d'autres, là, on est parti à Épouvante, on a monté là-bas. Eux autres, on est arrivés là-bas, tout le monde était en fête, ils ne savaient pas ça. René, tu n'étais pas là, tout était au Cameroun. Ça. Et puis, Benoît et Marie étaient là, puis les enfants, en tout cas, on avait rempli tout le monde, puis on ramenait ça. Notre place la plus sécure, c'était là où on était dans nos maisons. C'est ça qu'ils disaient, restez dans vos maisons. Et on était perdu dans Song Loulou, que ça s'appelait le village à plein milieu de la jungle. Fait que cette période-là, ça a été une période un peu plus difficile. Nous autres, pour aller refaire, on a été pendant, je ne me souviens plus exactement, mais 3 ou 4 mois certains, là, à ne pas sortir du tout. On faisait venir, on avait des chauffeurs, on les envoyait chercher, on pouvait commander parce qu'on avait des gens à Douala, là, on lui disait, ben va, telle boucherie, telle épicerie, fais-moi une commande, puis les femmes s'occupaient de ça. Là. Et puis on envoyait un chauffeur, il remplissait le char bien plein. On avait un Toyota Cressida Station Wagon, là. On venait, les tailleurs pliaient, envoyait mon chauffeur avec. Il disait, vas-y, puis... Mais est-ce que vous travaillez pareil? Je veux dire, On travaillait pareil. Okay, le chantier n'avait pas arrêté. OK. Parce que le contracteur, c'était un contracteur français. Ben, eux autres aussi, ça lui créait des problèmes parce que là, les douanes étaient arrêtées, puis eux autres, il y avait des bateaux, tout arrivait, le matériel, les équipements, ça arrivait tout de France, puis c'était un char pour sortir. Le chantier a été affecté, a été retardé. Ben, pas trop mal. On a continué à travailler. Quand on a commencé à sortir pour aller à Douala, par exemple, il fallait passer 6 barrages. 6 barrages de gendarmerie, de gendarmerie, du bataillon d'une autre affaire. C'est différent. Tout du monde chaud, pas que t'es bien dur. Là, qui essayait de se faire magouiller pour passer là, puis c'était à chantouer, fois. Tu sais, fait qu'on arrêtait, puis... Fallait payer, genre, mettons, tu passais... Fallait payer, mais nous autres, on payait pas. OK. Nous, on en avait, moi puis Roland, là, mon boss, on avait dans notre tête de ne pas payer. Les Français, ils payaient, ils magouillaient, eux autres. Nous autres, on s'ostinait avec eux autres. Je peux prendre un quart d'heure, 20 minutes. On disait tout le temps, je parle avec mes enfants, mais il y a une mitraillette, puis il y a 6 pieds de haut. Mais on réussissait à ne pas payer, puis il y a une fois que j'avais eu peur, parce que le gars était pacté bien dur. Il était à côté sur mon char, tu sais, puis il y avait son gun ici, puis il y avait la mitraillette à la bandoulière. Puis il se tenait après ma porte de char, tu sais. Il m'écœurait. Il me parlait des fois, on était dans un pays bassa qu'on appelait. Fait qu'il me parlait en langue bassa que je ne comprenais pas. Puis, écoute, dans ce temps-là, j'avais Benoît puis Marie en arrière qui avait là, rendu là 2 ans puis 3 ans, de fait de même. Et puis, qu'est-ce qu'il veut, papa? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait, papa? Pourquoi il nous parle? Ah ouais, il t'inquiète, là? Et c'est pas le drôle ce qu'il dit là, hein? On sait pas c'est quoi qu'il dit. Puis... Ça devait être épeurant pour lui. Hein? À un moment donné, j'avais dit, regarde, puis l'autre affaire qui me faisait bien peur, là, c'est que tout autour du char, là, le village était arrêté là. Parce qu'on était dans un village, le village de Song-Loulou d'ailleurs. Notre maison était plus loin au chantier, plus proche du chantier. Un moment donné, j'ai dit, regarde, là, il avait peur parce que tout le monde était devant, il y avait du monde tout. C'était bien plein. Fait que, je me suis dit, même si je pars, ils vont-tu se tasser? Ils vont-tu m'arrêter? C'est eux autres qui me bloquent aussi, tu sais. Un moment donné, j'ai dit, regarde, là, je pense que tout dit ce que tu avais à dire, quelque chose du genre, là. Je me souviens plus exactement.
Ben, j'ai dit, je m'en vais. J'ai embrayé mon auto, c'était un manuel. Là, j'ai lâché la cloche bien tranquillement, pas vite. Le chemin s'est ouvert. J'ai parti. Il me suivait à côté, tu sais. Là, je dis, regarde, tu vas tomber, là. Je pars, là. Puis, là, un moment donné, il a lâché le char, puis ça a cru le camp. Ça, cette fois-là, j'ai eu peur. Cette fois-là, c'était pas... J'avais le grain serré, comme on dit. J'étais pas gros dans mes culottes. Quand même fascinant, pareil, parce que votre métier d'ingénieur, ça vous a permis de voyager dans... On a nommé 7 pays environ. Vous avez fait 7, 8... pas beaucoup de pays, mais vous avez travaillé dans 7 pays. J'ai travaillé dans 7 pays, oui. OK. L'Argentine, on en a parlé tantôt. Le Cameroun. Après ça, je suis revenu ici. Après ça, je suis allé à... J'ai fait la Roumanie, la Chine. Je suis revenu. Ben, souvent, je revenais entre les deux. Là, mais... Et puis, après ça, j'ai fait le Maroc. Ouais. J'ai fait la Slovaquie. OK. En parlant du Maroc, ça, c'est un pays que j'aimerais aller. Moi, j'ai un commanditaire qui se trouve à être un commanditaire qui, lui, encourage beaucoup Québécois. Ça s'appelle Keb, Magasin Général. Keb, c'est à 60-les-Rivières, à Trois-Rivières. Puis, c'est dans le centre de foire. Là, écoute, il encourage que Québécois. Ah, ouais. Mais malgré C'est ça, bon. on parle du Maroc, il vous offre un petit cadeau, c'est du couscous. Ah oui? Ouais, du couscous fait par la compagnie du Nord. Couscous des Rapides, ça s'appelle. Puis, tu sais, il y a plein de... C'est sûr que c'est prêt à cuisiner, là. C'est sûr que vous avez mangé ça quand Au Maroc, vous êtes allé au Maroc. Ils nous préparaient ça dans des tagines. Ah. Tu sais, c'est quoi la tagine? C'est Non. un plat qui a comme une espèce de tuque dessus comme couvert. Puis en tout cas, c'est bon, ça, c'est... Là, ben, tu peux avoir à peu près n'importe quoi, mais il y a toujours du couscous dedans. Ben, ça va à peine d'aller encourager Québécois malgré qu'ils avaient voyagé pas mal. Là. Puis, écoute, ils vous offrent ça aujourd'hui. Puis, j'ai aussi Danny Desmarais Construction. C'est un de mes cousins qui m'encourage. Il aime bien mes podcasts. Il m'encourage financièrement à toutes les semaines. Ça me permet de payer l'équipement, ces affaires-là. Puis, grâce à lui, aujourd'hui, on est ici. Puis, qu'on peut continuer à faire ce beau projet-là. On a le bistrot L'Ancêtre. Je sais pas si vous êtes déjà venu manger au bistrot. On était venu souper ici, une grosse gang, là, des années que Céline, ma femme, me disait tout à l'heure. C'est ça. Je m'en souviens pas, mais elle s'en souvient. Ça l'a changé de propriétaire. C'est des amis à moi. Puis, écoute, ils m'offrent la place à toutes les semaines. Puis, c'est bon. Ah, c'est très bon. Là. Puis, encore une fois, je vais parler du tataki de thon. Je parle juste de ça. C'est très, très, très bon. Mais il y a plein d'affaires aussi. Juste aller sur le site Internet. Puis, en plus, il y a une promotion dans ce temps-ci. C'est 39,99 $. Buffet, ben pas le buffet, mais le fondue chinoise à volonté. On va venir le bœuf goûter à à ça. volonté. Ah ouais, ça va à peine. On est venu, ma femme et puis ma fille l'autre jour, puis on a bien aimé ça. En plus, tu connais les deux protagonistes. Bon. Ouais, on a fait une pub, moi puis votre fille. On a fait une pub. Par hasard, on était venu manger. On s'est fait un souper. On va faire un souper de podcast. On se la jouait. Là, on va venir faire un petit souper. Mais écoute, on a bu du vin un peu. Puis on a eu bien du plaisir. Puis c'est là que on a une bonne chimie, moi puis votre fille. Puis écoute, on a aussi... le karting électrique, je ne sais pas si... Ben, en parlant d'électricité, ça fait là. Avec karting électrique à Trois-Rivières. Encore mes chums qui ont ouvert ça, puis ça se trouve à être sur coin, pas Sainte-Madeleine, mais Saint-Laurent et Fusée. C'est le fun au bout. Faut essayer ça. C'est-tu parce qu'il y en a différentes sortes de karting? Lui, c'est-tu celui qu'on peut aller dedans sans trop se casser la gueule? Oui. Il y en a pour les grands sportifs, là, que c'est faut que tu sois en forme pour être là. Oui, ben... Lui, c'est plus pour le monde. J'ai déjà essayé. Ouais, c'est ça. Lui, c'est pour monsieur et madame tout le monde, puis même les enfants. Ben moi, j'ai déjà essayé le karting là, au gaz, puis un peu entre les deux, comme vous dites, là, pour les messieurs et pour celui qui veut faire amateur. Puis c'était pas fait pour moi encore. C'était pas fait pour moi, ça. Ben, Fait c'est que, ça, faut être en forme. C'était ça mes commanditaires.
Puis on parlait aussi, on a parlé un peu de la Chine tantôt. Ça, là, c'est un pays que j'aimerais aller. Là. J'aimerais aller. Si tu veux être dépaysé, va en Chine. Ouais. Ah ben oui. D'un, t'as un barrage de langue là, fantastique. Tu sais. Sont 1,6 milliard quelque chose, je ne me souviens plus exactement. Là. Mais tu comprends rien, puis les autres ne te comprennent pas non plus. Là. C'est vraiment dépaysant. Là. Mais comment on fait pour communiquer avec ces gens-là? Aujourd'hui, avec les cellulaires, hein, tu peux. Ouais, c'est sûr. Ça marche. C'est beaucoup plus facile. Moi, quand je suis allé, on ne comprenait rien. La première fois que je suis arrivé en Chine, là, j'étais là en visiteur. Parce qu'avant d'avoir mon contrat pour la Chine, il fallait que le Canada signe des contrats avec eux autres. Puis le soir de la signature du contrat, là, Jean Chrétien était là. Puis c'était avec le premier ministre. Jean Chrétien était premier ministre. C'était avec le premier ministre chinois de là-bas. Là, puis en tout cas, c'était un gros power. Là. Et puis j'avais été invité comme pour manger dans un restaurant à côté de là où il signait. OK, ah ouais? Tu sais, j'étais là. Et puis t'arrives au restaurant, là, tu comprends rien. Là. Le premier soir que j'étais arrivé là, j'étais tout seul. Fait que là, je mangeais, je dis, donne-moi ça. J'avais aucune idée. Avec l'image? tu montes avec le doigt. Même pas, il n'y avait pas d'image. C'était écrit rien qu'en chinois. Puis, fait que là, ils m'ont emmené, c'était de la pieuvre. Oh! C'est caoutchouc, ça. Je sais pas si tu as Ouais. déjà mangé ça. Non. C'était pas si mal, mais je ne l'ai plus jamais commandé. Est-ce que c'est la pire place au niveau, mettons, de la bouffe? Là, est-ce qu'il y a des places où vous avez aimé le plus? Je veux dire, vous avez dit en Argentine, tantôt, on a parlé bouffe, du bœuf. c'est l'Argentine. OK. Dans tous les pays où tu vas, au Maroc, j'ai mangé super bien. Quand je te parlais des tagines, là, mais il y avait des restaurants. On était à Casablanca. Dans la capitale, là, tu peux avoir toutes les sortes de restaurants que tu veux. Tu peux manger de l'italien, de la pizza, n'importe. Mais la nourriture marocaine est super bonne. OK. Oui, j'aimais bien ça. En Chine, c'est plus après un certain temps, tu sais quoi commander. Tu fais plus du finger pointing, puis on appelait ça du finger pointing. Puis on allait dans des restaurants où il y avait au moins la traduction anglaise. T'sais. Fait que là, tu peux manger du bœuf. Une fois que tu connais les repas, ben là, tu commandes ce que tu veux, puis c'est bon. Mais tu sais, le travail là-bas, c'est encore des usines nucléaires? On construisait une centrale nucléaire. Deux en parallèle. OK. Le même type que Ventilly 2, mais en parallèle. Il y avait un petit décalage entre les deux, là, par le contrat. Là. Et puis, je travaille toujours avec... moi, j'avais une traductrice. Elle était secrétaire en même temps, mais elle était bonne parce qu'elle était professeure de langue. Elle avait étudié en langue, mais plus versée vers la politique. Tandis que nous autres, au chantier, il y a beaucoup de termes techniques et beaucoup de... Fait que quand il y avait un problème, des fois, ça chauffait avec les contracteurs. Là, moi, j'étais le chef de chantier, je dirigeais les contracteurs. Et j'avais du personnel pour les diriger aussi. Fait que des fois, on avait des réunions, puis des sujets de réunion, il y avait un problème là, puis ça ne marchait pas. Puis, fait que je l'amenais au chantier, je partais avec elle. J'allais faire un tour au chantier, puis j'allais lui montrer, regarde ça, ici, là, la pompe, elle a un problème, ou bien telle patente, elle ne marche pas. Puis là, ce qu'elle faisait, c'est que quand elle revenait, elle pratiquait, elle étudiait pour être capable de faire la réunion, connaître les thèmes techniques. Puis elle invitait tout le temps, on avait des femmes ingénieurs là-bas. Puis elle invitait des femmes ingénieurs qui venaient, puis des fois, ils venaient me poser une question, puis elle l'expliquait à l'ingénieur. Puis là, fait que là, quand on arrivait dans la réunion, ben, elle avait au moins... Une base. Hein? Elle était préparée, elle était capable de traduire. L'autre problème qu'il y avait en Chine, c'est qu'il y a 52 langues. Oh! C'est grand, la Chine. Puis on parle pas des, je sais pas moi, 450, 500 dialectes qui dérivent de chacune de ces 52 langues-là. Fait que quand il y avait des gens, par exemple, elle était de la province de Sichuan. Fait que sa langue à elle, c'était sichuanais. Tout le monde parle mandarin. C'est un peu comme si au Canada, on avait 52 langues, mais que l'anglais, par exemple, ou le français est la langue que tout le monde parle. Surtout la langue que tu apprends à l'école. Sauf que
Mettons, le français qui est parlé par un Anglais de Toronto puis un Anglais du Texas, c'est pas tout à fait le même français, tu sais. Non. Parce que leur langue anglaise n'est pas pareille, tu sais. Fait qu'il y avait des gens là, qui tombaient pas du bien net, elle avait de la misère à les comprendre, elle ne comprenait pas leur accent. C'était quelque chose, ça. Fait que là, il disait, va chercher une telle, va te chercher de l'aide, là. Puis là, il était deux, là. Puis des fois, il s'assinait avec la traductrice du contracteur aussi. Il y avait des moments quand ça partait. Les Chinois ont ça de bon. Les contracteurs, quand tu arrivais dans des imbroglios comme ça, où tu n'étais plus capable d'avancer, là. Mais là, tout le monde partait à rire. Bon, OK, on va prendre un petit break, là, puis allez. Là, je disais, elle s'appelait Luo Wenliang. Ma secrétaire, là, ma traductrice. Je disais, Luo, va chercher. Go and get somebody. Va te chercher de l'aide. Puis, fait que là, puis des fois, là, ils se parlaient entre eux autres en chinois pendant un bout. Là, puis des fois, ils étaient là, attendez. Mais ça devait être dur, gérer. Tu sais, dans tous ces pays-là, dans tous les contrats que vous avez faits, est-ce qu'il y a des pays où ce que vous avez dit, hey, telle sorte de nationalité, là, c'est difficile à gérer, à travailler avec les autres? Quelle nationalité, en fait, qui était la plus dure à gérer? Ou toutes les personnes. À la Chine, c'était dur parce que les Chinois. On disait tout le temps que la signature d'un contrat en Chine, tu signes ton contrat, là, c'est le début des négociations. OK. Là, tu négocies tout le temps. Tu es tout le temps en train de négocier. Il y a toujours quelque chose. Quand ils te disent, vous savez, M. Duval, c'est difficile. Faut que tu comprennes, je ne veux pas le faire. Fait que c'est beaucoup de discussions, faut pas que tu t'emportes en Chine, parce qu'ils ont un principe, eux autres, qui disent que si tu ne contrôles pas ta personne, tu ne me contrôleras pas, moi. Fait que faut que tu gardes tout le temps ton calme. Puis il y a des fois, tu viens, t'as pas le goût d'être calme, là, mais il faut que tu restes calme. Puis... Fait que c'est ça, faut prendre un verre d'eau, c'est des trucs. Puis j'avais un livre là-bas que j'ai lu sur les us et coutumes de la Chine. Puis il m'a aidé beaucoup parce que des fois, tu as tendance à oublier et à vouloir gérer ça comme on verrait ici, mais non, faut que tu gardes ton calme, puis qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Tu apprends beaucoup. J'ai appris des mots chinois, mais j'ai aussi appris le langage corporel, tu sais. Parce que surtout des gens avec qui tu traites souvent, tu finis par les connaître assez pour savoir que là, il est en beau joie le vert, puis là, il veut pas le faire. Je sais qu'il veut pas le faire, il faut que je trouve le moyen de le faire, tu sais. Souvent, il est arrivé avec un problème le vendredi après-midi à 3h30, 4h, là. Puis là, ils peuvent pas le faire, puis fait que là, il faut que tu tiennes ton bout. Non, c'est comme ça qu'on le fait. Parce qu'ils veulent beaucoup... Ils ont tendance à être botcheux. Fait que, tu sais, il faut dire une affaire, je le disais tout le temps là-bas, on prenait des agriculteurs de riz, puis on en faisait des travailleurs de haute technologie, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là, c'est imagé, mais c'est un peu ça. À part de ça, c'est des gens qui sont capables de faire la part des choses. Au travail, on s'astine. Puis après ça, là, ils t'amenaient chez eux, là, puis ils pouvaient te saouler bien dur. C'est le fun. C'est du bon. Ça m'est arrivé. Parce que moi, mon travail, je suis débardeur au port de Trois-Bains, Bécancour, puis je me dis souvent que je voyage tout en restant ici. Parce que, justement, chaque navire qui arrive, souvent, c'est des Philippins. Puis, t'as des hindous, t'as de tout. Puis, je le vois la différence entre chaque nationalité. T'sais. Je parle pas contre les autres, mais des fois, là, c'est plus difficile de communiquer avec les Russes. En tout cas, c'est vraiment difficile. Mais les Philippins, là, sont super fins. Les Chinois sont super fins aussi. T'as du fun souvent avec les Chinois. On a vraiment du fun à ces bateaux, là. Puis, on réussit à communiquer quand même parce que les autres, ils apprennent l'anglais, ils n'ont pas le choix. Là, puis, puis souvent, mettons, quand on s'en va manger, et c'est l'heure de la pause, de l'Éthiopia, puis top, puis ils n'arrêtent pas de dire. Si je peux te faire une comparaison là, entre les différents projets que j'ai eus,
La Chine, c'est mon plus beau projet. Au niveau travail, là, le pays était un petit peu plus difficile parce qu'on ne comprenait pas tout le temps, puis c'était plus difficile de voyager. On était moins libre, si tu veux. Est-ce que la famille était là à ce moment-là? Toute la famille? J'avais elle. OK. Juste elle. Les deux étaient en pensionnat ici. Les deux plus vieux étaient en pensionnat ici, à Montebello. Et puis, Elle s'en souvient pas, là. Hein? Elle se souvient pas de ça, là. Elle était sûrement trop jeune. Oh, ouais, ça s'en souvient. Ouais. J'avais 8 ans. Ah, chanceuse. Ah oui, Oui, chanceuse. on avait une école là-bas. Combien de pays t'as fait avec eux autres? Avec mes Ouais. 2, OK. Où? OK. Quel que t'as aimé le plus? Ouais, Aucun? OK. Ah, c'est... Ben, tu sais, c'est ça, c'est parce que les autres, ils étaient plus... Parce que tu as connu... tu as eu plus d'amis après quand tu es revenu ici. C'est ça qui est... Puis là, tu es tombé adolescente après ça. Tu es tombé plus lousse là, dans ta vie. Mais ça donne une belle expérience de vie pareille. T'as connu, puis... T'as voyagé après? T'as voyagé... Hein? Est-ce qu'on avait parlé au podcast ensemble? Non? OK. On te reviendra. Tu n'auras jamais parlé de Finhorn? Non, pas quand j'étais venue. Ah. Parce qu'elle est partie un peu quand... elle est partie sous son pouvoir, comme on dit, puis elle est allée passer 2 ans en Écosse. Fait que, je crois qu'il a parlé de ça. Aussi. Parce que t'avais le voyage Encore aujourd'hui. encore aujourd'hui, oui, c'est ça. C'est ça, même à un moment donné, tu trouvais de t'asseoir, tu trouvais de te tranquilliser là-dessus, tu sais. Voyager beaucoup, puis à un moment donné, là, j'étais revenu ici, puis dans le dernier contrat, là, je suis revenu, j'avais 69 ans. Oh. Fait que, tu sais, à un moment donné, puis le dernier contrat, ça n'a pas bien été. OK. Au niveau des projets, là, le travail le plus dur, c'était les plus durs. En Argentine, c'était dur parce que l'atmosphère était pourrie. La chicane. C'était terrible. En Chine, c'était dur à cause de la barrière de langue, puis à cause que les Chinois, comme je disais, là, ils commencent à négocier quand tu as signé un contrat. Mais une fois qu'ils décident de le faire, Christophe, ils le font dans la nuit, comme je disais souvent. Ouais. Ah, ils sont extraordinaires. Ouais. Ils sont rapides dans l'exécution et c'est épouvantable. On n'a pas ça ici. Je sais pas qu'est-ce qui explique ça. Au Cameroun, on avait un contracteur français. Fait que là, on n'avait pas de barrière de langue, mais on avait une barrière de culture. Les Français ne travaillent pas comme nous autres, les Québécois, tu sais. Et puis, ils étaient habitués, eux autres, à étirer le contrat, à aller chercher des extras, tout ça. Nous autres, on les avait gérés en Québécois, fait qu'il n'y avait pas d'extra ben. Tu sais, quand je dis extra, là, c'était des extras magouilleux, là, tu sais. OK. Je me suis fait offrir, au Cameroun, je me suis fait offrir d'avoir toute mon épicerie payée tout le temps que j'étais là, gratuitement. Là. Si on pot de vin, genre? Si on écrivait avec un gros crayon gras sur les chiffres des contrats, là, OK. des quantités, puis OK. on faisait des fins de mois. Là. Ils voulaient construire leur maison, les autres, ils voulaient bâtir leurs affaires. C'est ça. Hein. À part ça, le contrat, c'était relativement bien. Puis à la fin, les Français s'étaient habitués, puis ils savaient qu'on ne trouverait pas. Fait ils ont arrêté de nous le demander. En Roumanie, ça a été très dur parce que le chantier était sale, à l'envers, mal fait. Il fallait tout refaire. Il n'y avait pas d'ordre. Pas d'ordre. Sous Ceausescu, là, le peuple détestait le pays. Détestait Ceausescu, mais il se trouvait à détester le pays en même temps. Fait qu'il se foutait de tout. Il volait tout ce qu'il pouvait sur le chantier. Puis, c'est pas qu'il botchait, il faisait pas le job comme il faut. Fait que quand on est arrivé, nous autres, là, on s'est mis on posait une lumière le jour, puis le soir, la patte. C'était fou de même. Là. Fait qu'on a fait, c'est qu'on a tout arraché les lumières qu'il y avait là. On a fait venir des lumières, les autres, ils venaient d'Italie, là, mais des sockets qu'eux autres n'avaient pas. C'est différent. Fait qu'un beau volait la lumière, il fallait qu'il vole le socket, mais là, on l'avait vissé comme fou, tu sais. Fait que c'est fou de même. Mais on s'est mis à faire des inspections de tout. On a trouvé, comme Véronique disait, une échelle d'à peu près 1,5 pied de l'air dans un tuyau de 36 pouces. Là. Il avait fermé le tuyau, il avait laissé l'échelle là. Puis, quand on est arrivé, nous autres, on s'est mis à faire des inspections de tout. On a trouvé, comme Véronique disait, une échelle d'à peu près 1,5 pied de l'air dans un tuyau de 36 pouces. Là. Il avait fermé le tuyau, il avait laissé l'échelle là.
Il y avait des chaudières de la gravelle dans le fond des tuyaux. Il y avait des... En tout cas, on a défait, puis on a ouvert, on a débolté ici, puis là, puis on a nettoyé. Ça a été un ouvrage d'inspection et de réparation. On s'est mis à toffer, à cogner ces murs pour savoir s'il y avait des vides en arrière. Puis il y avait des vides, puis on a trouvé des morceaux de plywood puis des morceaux de bois dans le béton. Il fallait picasser au marteau piqueur pour aller chercher un 2x4 qui était pogné dedans, puis remplir ça de béton, puis faire une surface qui a de l'allure. Parce que surtout quand c'était des murs de blindage, là, en radioactivité, il faut que Ouais, c'est ça. tu te protèges contre la transmission. Le béton, c'est un excellent bloqueur. Ainsi de suite, pas pour rien. C'était. Puis au début, comme je t'ai dit, au début, au chantier, il y avait rien. On est arrivé là, il n'y avait rien. Là. Des magasins vides, des épiceries vides. Les Roumains, ils avaient faim. À un moment donné, nous, on est arrivé au mois de novembre à part de ça. Ils mouillaient, puis c'était sale, puis de la boîte partout, puis il y avait de la boîte dans le bâtiment du chantier, dans les bâtiments du chantier, puis les Roumains venaient sur le chantier pour se réchauffer la nuit parce qu'on avait du chauffage au chantier. Il n'y en avait pas dans leur maison. Ah. Il y avait... à un moment donné, on voyait une filée de monde. Là. On regardait au bout de la filée, il y avait un truck, il y avait peut-être des poches de patates, puis il y avait... Là, ils vendaient une certaine quantité de patates par personne. Ah ouais. C'était contre-inventé, c'était pas... Ou bien des choux. Là, il y avait un chou. C'est dur pour une personne qui est ici. D'autres, on s'en va d'abord, puis on peut en avoir partout. Là. Tu vas au marché, tu vas n'importe où. Ça doit être dur pour vous, ça, de vivre ça, ces affaires-là, non? Ben, c'est ça. Il fallait faire venir... Nous autres, il fallait faire venir toute notre nourriture. On la faisait venir du Danemark. On commandait. On avait un catalogue. Là. T'as peut-être pas connu ça, vous autres, les catalogues Sears dans le temps, puis les catalogues de... Consommateurs, oui. Ben là, on avait ça. Peter Justerson, ça, c'est une compagnie danoise. Il nous envoyait une vanne aux 2 semaines. En dernier, c'était même 2 vannes quand on était rendu dans le pic du chantier. Tu sais, la main-d'œuvre d'un chantier, ça monte un moment donné, puis un moment donné, ça décroît. Et puis, on commandait. On avait besoin d'un radio, on commandait un radio. Il y avait tout. La nourriture. C'est sûr que c'était plus la nourriture dans la canne. Tout était payé ou... Hein? Tout était payé ou c'est vous autres? Non, on payait. C'était nous autres, on payait, mais avec la carte de crédit. Là, ça, c'était... OK, commandé d'avance. Hein. Il y avait ça. On avait des fax d'abord. On n'avait pas encore Internet comme aujourd'hui. On avait des fax. Moi, j'avais mon fax dans ma maison. Puis on envoyait des fax ici au Canada ou n'importe où. Aujourd'hui, ça serait plus facile. Hein? Aujourd'hui, avec les cellulaires, ces affaires-là. Avec Internet, c'est ça. Ouais. Moi, je suis pas très bon au cellulaire, mais elle, je sais qu'elle est bien bonne. Puis... Ben avec tout ça, les voyages que vous avez faits, là, vous avez fait beaucoup de voyages. Vous avez pris l'avion là, des centaines de fois, sûrement. Des centaines. Est-ce que il y a. Souvent, ça m'intéresse, là. Est-ce que ça a déjà arrivé qu'il est arrivé un accident ou pas un accident d'avion, mais une anecdote sur les avions. Là, les avions en retard ou des affaires manquées. Tu manques ta prochaine avion, puis là, tu fais une nuit. Des affaires de même, de temps en temps, mais ça, tu sais, c'est pas un problème. En Argentine, quand on est allé à Terre de Feu, alors là, on avait fini notre contrat, puis on est allé en voyage, on voulait aller visiter la Terre de Feu, puis il y avait des pingouins, puis des phoques, puis des affaires de même. Et puis, en revenant, c'est le dernier bout là, qui se rendait jusqu'à Ushuaia, qui était vraiment la ville la plus au sud. On était dans un vieil avion, un Fairchild 27. Et c'est un avion quasiment indestructible. C'était bâti comme les vieux avions, là, solides. Là, on s'en revenait à un moment donné, nous autres, on était assis, on s'en donnait être assis un peu comme les hôtesses de l'air dans les avions. On était face à tout le monde, moi et Céline. Puis, à un moment donné, on attend un changement de bruit de moteur. C'était 2 moteurs à hélice. Et puis, à un moment donné, il y avait un moteur qui ne marchait plus. Là, on voit sortir un des copilotes. Là. Puis, ça venait voir dans la fenêtre. Il retournait, puis il revenait voir. Puis il essayait toutes sortes d'affaires, probablement pour le repartir. Puis le moteur ne repartait pas.
Dans l'avion, on n'a comme pas senti, mais c'est un avion qui peut décoller puis atterrir avec un moteur. OK. Fait que ça, ils nous ont dit ça tout de suite. Là, Ils savaient que ça arriverait à un moment donné. Ben... ah, d'accord. Ben, tu sais, le côté cocasse, là, c'est que nous autres, on était assis, moi et Céline, puis on avait le soleil qui rentrait dans l'avion, tu sais, comme en biais de même. Il éclairait le moteur. Puis le moteur, l'hélice du moteur continuait à tourner par le vent. L'autre moteur, lui, il nous poussait. Puis nous autres, moi, on voyait passer les hélices par l'ombre des hélices dans le visage des gens, de plomb. Là, on avait arrêté, il avait fait venir un autre avion. On avait attendu 7-8 heures. Là. Puis on était avec Benoît et Marie. Il fallait occuper ces deux mousses-là. Puis nos couches étaient restées dans l'avion. Fait que là, ils nous avaient sorti nos bagages. Puis on fait les couches des enfants. En revenant au nucléaire, là, le nucléaire, c'est sécuritaire comme les usines. Ah, oui. Parce que, tu sais, on parlait, mettons, de Tchernobyl, ces affaires-là. Ça, c'est des accidents. C'est tout des erreurs bêtes de l'homme. OK. C'est tout le temps une erreur qui origine de l'homme. Puis quand je dis bête, là, c'est bête. Là. Tchernobyl, là, il faisait des tests, puis il avait enlevé toutes les protections. La centrale nucléaire, c'est plein de protections automatiques. Là. C'est tout. En anglais, on dit fail-safe. Là. C'est toujours... ça arrête seul par l'erreur, là, si tu veux. Là. S'il y a un problème, ça arrête le système, ça arrête la pompe, ça arrête la machine. Puis, ça, tout est bâti avec cette philosophie-là en arrière. Ben, eux autres, ils faisaient des tests avec le réacteur, puis ils avaient enlevé ces sécurités-là, là, tout qui faisait que le réacteur se serait éteint tout seul, etc. Je me souviens plus exactement le détail du test qu'ils voulaient faire, là, mais en ayant enlevé toutes ces sécurités-là, ça a fait qu'à un moment donné, le réacteur, là, il est devenu comme une bombe. Il était à pleine puissance. Là, on dit tout le temps 100% de puissance. Là. Tu peux être à 50%, moitié de la puissance, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils l'ont comme arrêté, mais ils ont arrêté trop vite, puis ça a fait comme un effet de balancier là, que tu sais là, expliquer. Là, il a monté à 100%, à 100 fois 100% de puissance. Oui. Ça fait de beau. Lui, là, ça a été vraiment une vraie explosion nucléaire. Le réacteur s'est vidé, puis ça a acheté ça a acheté de l'uranium, puis des morceaux. Là. Quand les pompiers sont arrivés, là, les premiers là, sont morts là, au bout de 3-4 jours. C'est 3-4 jours, peut-être 3-4 semaines, là, mais ça n'a pas été long. Ils ne savent pas vraiment, parce qu'avec la Russie, dans ce temps-là, c'était en Ukraine, ça, là. Oui. Mais c'était le régime soviétique. On n'a jamais su vraiment... Il y a eu toutes sortes d'évaluations, mais les Russes n'ont jamais donné leurs chiffres. Puis votre opinion sur celui de Gentilly 2? Pourquoi il a fermé, cette affaire-là? C'est que, Gentilly 2, on était en train de le retuber. On était en 2012. La décision de l'arrêter, ça a été politique. OK. Et aussi économique. Parce que dans le temps, ça allait coûter le prix d'une neuve de refaire une centrale de même. Mais aujourd'hui, il serait content de l'avoir, hein, parce que Gentilly 2, c'était 650 mégawatts net sur la ligne. Mais elle avait aussi un pouvoir d'équilibrage sur le réseau d'Hydro-Québec, de ce qui transitait du nord, là, de Big James puis Manic. Ça faisait un peu comme un booster pump dans une ligne de tuyaux. Puis ça équilibrait, c'était jamais pareil, ça varie avec les heures et la demande, là, mais... Fait que Gentilly 2, ça aurait été ça serait le fun de l'avoir aujourd'hui. C'est 650 mégawatts livrés, là. C'est pas comme 650 mégawatts produits à la Baie James. Puis, on peut pas repartir ça, là. Il n'y a rien d'impossible si tu veux mettre le temps et l'argent. OK. Tu peux tout faire. Avec la même, là, l'usine, là. Là, elle est en dormance, tel qu'elle est, là, ça va prendre 6-7 ans d'ouvrage à faire dedans. Puis ça va te coûter aujourd'hui 7-8 milliards. 5-6, en tout cas, je sais pas, là, mais ça coûterait énormément cher, mais c'est sûr que tu es capable de trouver. Les tuyaux sont là. Il faut que tu revises tout. Ce qu'on a fait en Roumanie. En Roumanie, l'avantage, c'est qu'il n'y avait rien de radioactif.
Ici, tu réinspectes tout, puis tu répares, mais il y a beaucoup de radioactivité vivante. En terminant, un jeune qui voudrait suivre vos traces, qui aimerait ça, d'être ingénieur nucléaire, puis voyager comme vous avez fait. Ça prend 2 qualités de base. Être patient et persévérant. Parce que, tu sais, le jeune, là, moi, je te disais au début là, que j'étais adolescent, puis qu'à 15 ans, je rêvais d'aller voyager, puis de faire, dans le fond, ce que j'ai fait. Mais j'ai commencé à le faire, j'avais 35 ans. Ça a pris 20 ans avant que ça arrive. Entre-temps, j'ai fini mes études avec assez de bonnes notes pour être capable d'aller à l'université. J'étais allé à l'université, j'ai fait mon cours, puis j'ai commencé à travailler dans d'autres choses. Puis à un moment donné, j'ai trouvé un créneau, j'ai dirigé ma carrière pour être capable d'aller à l'étranger. C'est d'aller à l'école, pas lâcher. Patient et persévérant. C'est ça. Fais ton travail, fais-le bien, tous les jours. Fais tes devoirs, comme on disait. Monsieur Duval, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.